sur votre droite de l'écran, vous avez une fenêtre de chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis ensuite, en fonction des sujets que l'on va traiter, j'essaierai de les traiter soit immédiatement, soit lors d'un slide en particulier pour répondre à votre question. Voilà. Et puis, vous trouverez dans cette fenêtre de chat, vous trouverez mon email. Donc, de la même façon, si vous souhaitez qu'on rééchange après cet événement, ce sera à travers cet email. Voilà, je vous propose qu'on attende juste quelques minutes et puis à partir de là, on commence dans 2-3 minutes quand tout le monde sera arrivé. Merci. Très bien. Écoutez, on va pouvoir commencer. Merci d'être présent pour ce webinaire. Alors, ces périodes de grève est parfois un peu compliqué pour certains en termes de transport, donc on a bien fait de faire de la visioconférence. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de comprendre comment préparer votre stratégie 2020 pour à la fois être capable de développer la valeur client, on verra ce que c'est, et vous permettre de développer votre croissance. En quelques mots, très rapidement pour présenter Advalo. Advalo, c'est une société que j'ai cofondée avec Olivier en 2013. Le constat qu'on faisait en 2013, c'était finalement les retailers constataient une baisse de trafic assez significative en point de vente. Et la réponse à cette baisse de trafic, c'était de se dire, on met énormément de pression marketing. Donc, c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous reçoit plus d'une centaine d'emails commerciaux dans nos boîtes de spam aujourd'hui. Et puis, dès qu'on passe sur un site e-commerce, on a un retargeting qui est relativement intrusif et relativement constant. Donc les retailers ont essayé de répondre à cette baisse de trafic par justement une surpression marketing. Et puis aussi, comme ça marchait de moins en moins bien parce qu'on recevait tous de plus en plus d'emails, eh bien ils se sont dit on va faire de la promotion. Et donc ils sont rentrés finalement dans une spirale infernale de promotion qui aujourd'hui les amène à repenser leur modèle économique parce que c'est un modèle qui tiré vers le bas par la promotion n'a plus de marge. Donc tout l'enjeu pour nous, ça a été de se dire, add value, ça veut dire ajouter de la valeur. Et donc tout l'enjeu, ça a été de se dire comment les aider à sortir de ce marketing de masse qui est polluant, qui est intrusif, qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne plus sans promotion, et à repasser sur un marketing vraiment individualisé pour se dire chaque consommateur a des envies, a des besoins à un instant T que n'a pas son voisin. Donc l'objectif, c'est de pas traiter tout le monde de la même façon, mais justement d'être capable pour chaque consommateur de prédire ce qui l'intéresse aujourd'hui et comment arriver à l'accompagner dans son parcours d'achat. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de collaborateurs entre Rennes et Paris, et puis on cumule maintenant 6 à 7 ans de recherche et développement dans la data et dans l'intelligence artificielle, et on verra à quoi elle nous sert et comment on l'utilise. Notre plateau, globalement, on a voulu traiter ce sujet-là de la data en apportant une plateforme technologique. Cette plateforme technologique, elle va permettre, d'identifier les poches de valeur dans la base client. En quelques mots, tous vos clients ne se valent pas. Dans votre base client, il y en a certains qui sont des bien plus gros consommateurs, et on va se baser sur ces gens-là pour essayer de développer justement un maximum de valeur client pour vous. Alors, une fois qu'on a identifié les poches de valeur, les clients les plus pertinents à animer, eh bien, on va chercher effectivement à se dire pour chacun quel est en ce moment son besoin, et donc comment arriver à personnaliser la relation en identifiant les sujets qu'il faut, qui vont lui parler le plus.
Et puis enfin, une fois qu'on a fait ça, il faut être capable de se dire, je vais activer, animer ce consommateur sur l'ensemble des points de contact. Et là, aujourd'hui, les enseignes ont mis en place beaucoup de points de contact entre leurs clients et leur marketing. Des points de contact médias, donc on va se connecter à Google, on va se connecter à Facebook. Des points de contact sur le site internet de l'enseigne, on va se connecter à des outils comme ABTST, Caméléon pour personnaliser. Et puis derrière, effectivement, toutes les stratégies email vont être entièrement personnalisées, entièrement individualisées sur la base de nos scores et de nos recommandations produits. On va voir ça dans une minute. Donc la plateforme, en quelques mots, elle permet, d'une part, de réconcilier les données offline, c'est-à-dire toutes les données d'achat, les données de transaction en point de vente notamment. Ça, c'est intéressant parce que ça nous dit qui est la personne, ce qu'elle a pu acheter dans le passé, mais surtout toutes les données online, la donnée chaude, c'est-à-dire quand quelqu'un passe sur le site e-commerce de l'enseigne, on va être capable, nous, même si la personne ne se connecte pas au site, on va être capable de la reconnaître pour comprendre ce qui l'intéresse aujourd'hui. Et donc, en mariant les données froides qui constatent le passé, mais aussi les données chaudes qui nous permettent de prédire ce à quoi s'intéresse la personne actuellement, eh bien, on va avoir énormément de richesse et on verra à quoi ça va nous servir cette richesse. Donc, l'objectif, c'est de vous aider à alimenter les données de façon automatique dans la plateforme, d'utiliser les modèles prédictifs, et on reviendra en détail précisément sur certains d'entre eux, pour être capable d'identifier les meilleurs clients, les poches de valeur, être capable d'amener de la personnalisation, d'activer de façon omnicanale sur l'ensemble des outils. Donc, on voit ici des outils, on en a parlé, des outils d'email, des outils de perso sur site, des outils médias. Et puis enfin, de mesurer l'incrémental de chiffre d'affaires qui va être généré par les campagnes qui seront mises en place. Et donc, on verra comment on met en place une stratégie de contrôle, une stratégie de mesure qui soit robuste et qui soit aussi omnicanal, puisque pour beaucoup d'entre vous, effectivement, 5 à 10% du chiffre d'affaires est fait sur le site e-commerce, mais donc 90% est fait en magasin. Donc, si on ne mesure que la performance de nos campagnes sur l'e-commerce, on va avoir une vue intéressante, mais une vue très, très parcellaire. Et l'objectif, c'est aussi de réconcilier toutes les données magasins pour avoir la vue la plus pertinente possible et une mesure qui soit la plus efficace possible. Je vous le disais en introduction, le premier élément, add value, ça veut dire ajouter de la valeur. Et pour nous, l'une des façons d'ajouter de la valeur, c'est justement d'amener des modèles prédictifs qui vont nous permettre de mieux comprendre chaque consommateur. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais globalement, il y a 3 grandes familles de modèles qu'on a mis en place dans la plateforme. Des modèles de segmentation, des modèles d'intention et de ciblage. La segmentation, ça nous dit qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'intéresse, quelle est la structure de foyer, etc. Je reviendrai là-dessus en détail. Son intention et son ciblage, c'est plutôt de se dire quels sont ceux qui, en ce moment, ont une intention d'achat, quels sont ceux qui, en ce moment, sont à risque de quitter l'enseigne, par exemple. Et puis enfin, des modèles de recommandation produit. Toute stratégie, toute campagne qui est envoyée aura vocation, en ce qui nous concerne, à être personnalisée, puisque la clé de la performance, elle vient de la personnalisation. Aujourd'hui, si on regarde un peu le passé, nos clients qui ont utilisé la plateforme depuis à peu près 12 mois tirent pour chacun d'entre eux de plus 2 à plus 4% de chiffre d'affaires incrémental sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'enseigne. Quand je dis l'ensemble du chiffre d'affaires de l'enseigne, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est converti en ligne évidemment, mais ça c'est souvent 5 à 10%, mais aussi et surtout le chiffre d'affaires qui est converti en magasin qui pèse la majorité des conversions. Donc si on prend 3 exemples, But, au bout de 6 mois d'usage de la solution, ils étaient déjà capables de démontrer, ils avaient mesuré qu'ils généraient plus d'1% de chiffre d'affaires en 6 mois seulement, sur un chiffre d'affaires global de l'enseigne qui fait 1,8 milliard. Donc au bout de 6 mois, ils avaient démontré qu'ils étaient capables d'augmenter le chiffre d'affaires d'au moins 18 millions d'euros. Grain de malice, après 12 mois d'usage de la solution, ils font à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils avaient démontré qu'ils généraient 3,5 millions d'incrémental de chiffre d'affaires en utilisant la solution et ses capacités de personnalisation. Et puis Beaumanoir, le groupe Beaumanoir qui a des marques comme Cache-Cache, Bonobo, Bréal, Morgane. Aujourd'hui, c'est un groupe qu'on accompagne depuis maintenant quasiment 4 ans et demi. Et pour eux, saison après saison, ils vont mesurer, ils vont se dire est-ce qu'on fait mieux cette saison que la saison précédente. Et puis, eux, ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'effectivement, ils sont en mesure de générer 1,2% sur une saison, donc sur 6 mois, un peu plus d'1,2% de valeur incrémentale grâce à la solution. Et lors de la dernière saison notamment, ils ont généré plus 30% de CA sur tout le CA qui est généré par la CRM. Donc, ils ont eu vraiment des effets de levier extrêmement importants parce qu'ils ont cherché à massifier l'usage de la personnalisation dans l'ensemble de leur stratégie CRM.
Alors, si on revient au sujet d'aujourd'hui, vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver les clés pour préparer votre stratégie 2020. Et notamment dans cette stratégie, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, ça coûte 5 fois moins cher de fidéliser un client plutôt que d'en recruter un nouveau. Et donc, comment faire en sorte d'augmenter la valeur de mes clients? Et ça, c'est un enjeu majeur pour les retailers parce que ils ont un capital de données, un capital de clients qui est en général assez fort, mais on voit qu'aujourd'hui, ces clients sont moins réactifs et donc génèrent moins de valeur. On travaille beaucoup avec des cabinets de retournement qui aident les retailers justement à infléchir leur stratégie pour aller vers une stratégie de croissance. Et ce que nous disent ces cabinets, c'est que l'idée, c'est de repositionner l'enseigne sur ce qu'elle fait de mieux, sur sa valeur ajoutée, et surtout là où les clients sont prêts à acheter en laissant de la marge. C'est-à-dire là où les clients sont prêts non pas seulement à acheter un produit à moins 40, mais sont prêts à acheter un produit avec le vrai prix parce que c'est un produit qui est reconnu qualitatif par le consommateur. Donc tout notre enjeu, c'est de se dire, bah, pour chaque consommateur, quels sont ses besoins? Où est-ce qu'il reconnaît de la valeur à la marque? Et donc, sur quel type de produit on doit l'accompagner pour que justement, il continue à consommer, mais il continue à consommer avec une marge qui permet au retailer de développer son réseau et sa croissance. Alors, pour faire ça, il y a deux éléments qu'on va présenter aujourd'hui. Bah, le premier élément, c'est ce qu'on a évoqué en titre, en introduction, c'est comment construire ma stratégie 2020. Et là, bah, globalement, la stratégie, ça va être, de prédire au sein de la base client, en utilisant notre intelligence artificielle, être capable de prédire les potentiels. Où est-ce que j'ai du potentiel à aller développer de la valeur? Et là, il y aura deux leviers clés. Le premier levier, ça va être de se dire, bah, plus j'ai de richesse sur un consommateur, plus je suis capable de le comprendre et donc d'identifier les bons sujets pour lui parler. Et puis, quelles sont mes priorités? On verra tout à l'heure comment on analyse les priorités, comment on vous permet de sortir de cette première phase avec une vraie compréhension de votre base client, une vraie compréhension du potentiel de chiffre d'affaires que vous pouvez en tirer et une vraie capacité à identifier le plan d'action qui va permettre de tirer parti de ces potentiels. Et puis, une fois que vous avez fait ça, l'objectif, c'est effectivement de rentrer dans cette phase d'implémentation, dans cette phase d'activation. Et donc, ça va être de se dire comment arriver sur une très, très grande masse de ma base client à identifier les bons prétextes pour parler à chaque individu. Voilà les deux sujets, préparer sa stratégie et implémenter son plan d'action. Si on prend le premier sujet sur la préparation de la stratégie, on va rentrer tout de suite dans le détail. Donc, le premier sujet, c'est de comprendre votre base de données. Et pour comprendre cette base de données, nous, on aime bien, il y a une allégorie qu'on utilise qui est cette allégorie de l'ADN. Globalement, si sur un consommateur, j'ai son email, son adresse postale et puis un produit qu'il a acheté, c'est sûrement intéressant. Mais si j'essaie de trouver des relations entre les consommateurs, la combinatoire, elle va être assez faible. C'est-à-dire que j'aurai assez peu finalement de données sur lesquelles m'appuyer pour mieux comprendre ce consommateur. Donc ça, c'était un petit peu, c'est un petit peu la vision qu'on avait avant qu'il y ait le séquençage de l'ADN. On avait une vision finalement très très parcellaire de ce qui faisait les caractéristiques d'un individu. Là, grâce au big data, on peut aujourd'hui enrichir le profil de chaque individu, avoir ce qu'on a appelé un ADN, c'est-à-dire avoir énormément de critères qui sont à notre disposition pour le comprendre de façon beaucoup plus fine. Alors effectivement, vous allez nous donner des données qui sont assez brutes, qui sont un nom, un prénom, une adresse postale, un email, un produit qui va être acheté, un magasin de référence. Mais nous, on va être capable sur cette base-là d'enrichir, en utilisant de la donnée tierce, d'enrichir finalement l'ensemble de ces sujets-là. Donc le premier sujet, c'est de se dire, est-ce que je comprends bien ma cible? Est-ce que je comprends l'âge? Est-ce que je sais de quel type de quartier? Est-ce que c'est plutôt des urbains? Est-ce que c'est plutôt des ruraux? Est-ce que c'est plutôt une famille avec 3 enfants? Est-ce que c'est plutôt des célibataires? On va voir que c'est pas du tout les mêmes typologies de clients. Quelle est effectivement leur contactabilité, c'est-à-dire mes capacités à les contacter dans le futur? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme point de contact? On en reparlera. Si elle est capable de se dire, OK, j'ai des données structurelles sur qui est l'individu, mais ce qui m'intéresse, c'est quels sont ses comportements d'achat. Est-ce que c'est un acheteur web, un acheteur magasin, un acheteur mixte? Est-ce qu'il achète une fois de temps en temps ou est-ce qu'il achète très très fréquemment? Est-ce que en termes de période d'achat, c'est plutôt un promophile? On verra ça tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'achète qu'en promo ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui aime acheter en nouvelle collection, les produits de la nouvelle collection? Quels sont ses parcours sur site? Grâce à notre capacité à avoir et le cookie de l'individu lorsqu'il est anonyme sur votre site et les données de magasin, on va être capable de réconcilier ça et donc de comprendre finalement que cette personne, elle met 6 à 7 jours à préparer ses achats et qu'entre le moment où elle prépare l'achat et le moment où elle vient en magasin, elle sera revenue 3 fois sur le site web, etc., etc.
Et puis, on va aussi calculer des appétences produits. Quelles sont les catégories qu'elle préfère? Est-ce que c'est une personne qui est monoproduit? On voit souvent ça sur certaines enseignes. Si vous aimez bien, par exemple, les jeans d'une enseigne, ben, vous allez avoir tendance à acheter votre jean toujours à peu près dans la même enseigne. L'objectif d'une enseigne, c'est aussi, on verra, plus vous achetez de la diversité produits, du jean, du pull, de la chemise, du costume, etc., plus vous avez une capacité à développer la valeur de ce client et à développer sa fidélité. Donc c'est là où on verra la troisième partie, qui est la composition des paniers. Qu'est-ce qu'il a acheté? Est-ce qu'il y a de la diversité? Alors, quand on parle de genre et de groupe d'âge de produits achetés, c'est extrêmement intéressant. Si on prend une enseigne comme Gémeaux, par exemple, eh bien, une enseigne comme Gémeaux, elle peut vendre à madame. Madame peut être célibataire ou peut être une mère de famille. Une mère de famille, elle aura peut-être un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans. Et elle aura aussi, c'est peut-être un mari. Donc, globalement, ça va être intéressant de bien comprendre la consommatrice qu'on a en face de nous à travers sa consommation et sa carte de fidélité. Est-ce qu'elle est capable d'acheter seulement de la femme ou est-ce qu'elle peut acheter de la femme et de l'enfant, du garçon, de la fille, etc., etc., etc. Et donc ça, le fait de bien qualifier tout ça va nous permettre d'être beaucoup plus riches dans les stratégies de recommandation produit. Ok, donc le sujet, c'est vraiment de se dire, ben, on prend vos données telles qu'elles sont, on va les nettoyer, les normaliser pour qu'elles soient bien structurées. Et surtout, la première étape, ça va être de les enrichir pour avoir un ADN le plus riche possible. Cet ADN, bah, il va nous permettre de comprendre certaines choses. Alors, je prenais l'exemple tout à l'heure de la typologie du foyer. On va regarder notamment sa localisation. On voit ici, par exemple, que si on regarde sur cette enseigne-là, eh bien, il y a plus de 30% qui habitent dans une zone pavillonnaire aisée, par exemple. Okay, donc ça, c'est un sujet qui va nous intéresser, soit pour se dire, bah, un, comprendre qui sont mes consommateurs, et deux, être capable de se dire, bah, demain, si je veux cibler des stratégies adressées en print, par exemple, en courrier papier, eh bien, je vais aller cibler plutôt sur ces typologies parce que je sais que ce sont mes gros consommateurs. Si je veux avoir des ciblages médias sociodémographiques, eh bien là, ça va être un élément sociodémo qui va pouvoir m'intéresser pour optimiser ma stratégie de ciblage. Autre sujet, ben on va calculer la contactabilité. Là, c'est un exemple que nous a démontré Briac Ledur, qui est le directeur de la data et du CRM du groupe Beaumanoir, lors du salon, le Paris Retail Week. Ce qui nous montre ici, c'est que entre un client pour qui on a 0 point de contact, donc là sur votre gauche, on a 0 point de contact, un client, il va consommer 100. Si on est capable d'avoir 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 et 5, eh bien, il va pouvoir consommer jusqu'à 3 fois plus. Alors, c'est quoi ces points de contact? Ça va être, ben, 1, ça peut être un email, par exemple. 2, ça peut être un numéro de téléphone. 3, ça peut être une adresse postale. 4, c'est finalement une capacité à se connecter à lui sur les réseaux sociaux ou sur Google, en médias. Et puis 5, ça va être une capacité à le réconcilier, c'est-à-dire à avoir à la fois son cookie anonyme et son ID CRM qui sont réconciliés. Et ça nous permettra de faire de la perso sur site et de rebondir à chaque fois qu'il passe sur le site. Et donc l'un des enjeux, c'est de se dire, bah, si on est capable d'avoir beaucoup de contactabilité, on sera capable d'aller développer la valeur client x2, x3. Et là, dans cet exemple-là, sur les 3 marques différentes sur lesquelles il a fait la mesure, on constate qu'on est à un facteur 3, de 3 à 3,3. Donc, on a vu quelle est la typologie de foyer, quelle est la contactabilité, quelles sont leurs motivations d'achat. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire le tri entre mes clients opportunistes qui vont venir consommer une fois parce qu'il y a un moins 40, et puis des clients qui, structurellement dans le temps, auront potentiellement beaucoup plus de valeur et me laisseront beaucoup plus de marge. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire passer un modèle prédictif qui va nous permettre de comprendre quelles sont les motivations d'achat. Alors, ça va nous permettre de dire, il y a finalement certaines périodes et certaines personnes qui vont être des early adopters. C'est les gens qui, là, on voit qu'il y a 13% des early adopters. Ça veut dire que c'est des gens qui aiment consommer chez vous en achetant la nouvelle collection. C'est plutôt des bons clients parce qu'à la fois, ils achètent et à la fois, ils vous laissent de la marge. Il y a les brand lovers, là, il y en a 23%. Ces brand lovers, ils aiment la marque, donc ils achètent un petit peu de tout le temps, quoi. Après, il y a des promo addicts. Alors eux, typiquement, ils n'achèteront mais que en promo. Et puis, il y a des gens qui sont les sales period buyers, qui vont être vraiment des gens qui vont se déplacer en période de promotion. Donc, si on doit les adresser, c'est le bon moment lorsqu'il y a une promo. Mais ils seront capables de se rendre en magasin ou de se rendre en ligne pour acheter un produit en promo ou un produit hors promo. Donc, ce sont des gens pour lesquels la motivation de déplacement, elle est initiée par la promotion. Par contre, dans leur consommation, ils peuvent consommer du produit à moins 30, mais aussi du produit qui ne sera pas soldé. Voilà un petit peu. Donc, nous, on va chercher à qualifier ça. Ça va être clé derrière dans le pilotage de votre marge et dans le fait de se dire,
Lorsque j'ai une promo, je vais l'adresser que à des promos addicts pour essayer finalement de les embarquer et surtout pas d'en parler à mes fans parce que mes fans, ils achèteront même si c'est pas en promo. Donc, ce serait vraiment détruire de la valeur que d'aller parler ou d'aller proposer une promo aux fans de la marque. Autre sujet que l'on va qualifier, c'est la diversité d'achat. Alors là, ce qui est intéressant, si on regarde la troisième colonne et qu'on s'intéresse à nos VIP, on se rend compte que nos VIP, eh bien, typiquement, ils vont consommer entre 4 et 6 catégories. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont avoir beaucoup plus de diversité produits. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que si on est capable de faire consommer un client sur des catégories de produits différentes, eh bien, fatalement, ça va être un client qui va être beaucoup plus fidèle et qui va avoir une valeur client qui sera plus forte. Donc, l'enseignement et l'usage qu'on aura de ça tout à l'heure, ça va être de se dire, il faut systématiquement être capable de faire circuler, donc de faire de la recommandation produit, non pas seulement sur une même catégorie, mais essayer d'amener le client à consommer 2, 3, 4, 5 catégories. Et c'est ça qui générera structurellement la valeur de ce client-là et sa fidélité dans le temps. Donc voilà quelques exemples, on va dire, de ce qu'on appelle l'ADN. On prend vos données brutes, on les met dans la base de données Advalo, et grâce à l'IA, on va enrichir avec plein de critères qui vont nous permettre de comprendre ce consommateur. Deuxième sujet, on va effectivement effectuer une segmentation qui nous permet d'identifier qui sont les meilleurs clients, les plus contributeurs à la marge, qui sont des clients qui sont endormis, c'est-à-dire qui ne sont pas venus depuis quelque temps. Donc, on verra tout à l'heure qu'on va croiser toutes les données de qualification, on va les croiser avec les données de segmentation pour arriver finalement à bien comprendre quels sont les facteurs explicatifs. Un VIP, pourquoi il est VIP? Qu'est-ce qui fait qu'un VIP est VIP? Quels sont les critères qui vont être discriminants? Donc, si on regarde par exemple toujours ce fameux segment VIP, eh bien là, on va regarder ce qui se passe et on va se rendre compte qu'effectivement, les VIP, si on les décrit, c'est assez simple. C'est un effectif de 16 000 personnes. Ils génèrent quand même 40% du chiffre d'affaires. Donc, c'est évidemment un segment extrêmement qualitatif. Ils ont un beau panier moyen, plutôt 100 versus 90. Ils sont évidemment 100% multi-acheteurs, c'est-à-dire qu'ils ont consommé plusieurs fois, mais ça, c'est logique pour des VIP. Par contre, la fréquence, elle est extrêmement forte. Ils consomment 7 fois dans l'année, là où un client moyen va consommer 2 fois. Donc, on sait qu'on aura beaucoup d'opportunités de lui parler et il achète tous les 42 jours. Donc, ça, c'est la partie gauche de votre écran. Ça va être finalement la description. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ils sont VIP. Alors, si on regarde maintenant la partie droite, dans la première catégorie qui est le portrait, on se rend compte que c'est eux qui ont la meilleure contactabilité. C'est-à-dire que c'est eux qu'on a la plus forte capacité à contacter. Donc, ils ont à 68% de l'email, à 67% du SMS, à 97%, on a leur adresse postale, on peut les contacter en papier. Donc, on voit bien que le premier sujet, c'est plus on a de points de contact, plus on est capable de développer la valeur. Et ça, c'est ce que présentait Baumanor tout à l'heure et c'est ce que constate globalement la majorité de nos clients. Ensuite, si on s'intéresse au comportement d'achat, eh bien, on se rend compte que 48% de ces VIP sont des mixtes, c'est-à-dire que ce sont des clients qui à la fois ont acheté en magasin et à la fois ont acheté en e-commerce. Et donc, on voit bien que si on est capable de développer l'omnicanalité, de développer la consommation d'un client et en magasin et après le magasin en e-commerce, eh bien, on va être capable de développer et d'en faire un VIP beaucoup plus probablement. Et puis, si on regarde troisième catégorie, la composition du panier, eh bien, on se rend compte que 85% d'entre eux achètent au moins dans 4 familles de produits différentes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la diversité. On le voyait dans le graphique. Plus vous achetez dans des catégories différentes, plus vous allez être un VIP. Donc voilà, si j'avais un plan d'action à proposer là-dessus, ce que je proposerais, c'est effectivement un plan d'action en magasin. C'est de se dire, il faut que vos magasins collectent de plus en plus de données clients parce que plus on a de données, plus on a de contactabilité, plus on sait développer la valeur client. On prendrait comme enseignement des cas d'usage qui vont faciliter la mixité, c'est-à-dire faciliter la consommation et en magasin et en e-commerce. Donc, avoir un bon programme d'accueil post-achat magasin, proposer du produit complémentaire pour que les gens aillent en e-commerce, rappeler qu'en e-commerce, un produit qui n'irait pas pourrait être échangé en magasin, etc., etc. Donc, favoriser l'omnicanalité des parcours d'achat. Et puis, dernier élément, en termes de composition panier, eh bien, effectivement, ce qu'on chercherait à faire, c'est utiliser des modèles de recommandations produits qui visent à diversifier la consommation d'un individu plutôt qu'il soit monocatégorie, l'amener à consommer un maximum de catégories différentes.
Voilà pour cette première partie qui est la connaissance client. Alors ça me permet de comprendre mes clients. Maintenant, le sujet, c'est de se dire, bah, OK, mais ça peut faire potentiellement beaucoup de choses à faire. Comment je définis mes enjeux prioritaires? Alors, par rapport à la base client, ça, c'est souvent une question des directeurs financiers qu'on traite avec eux. C'est de se dire, bah, expliquez-moi aujourd'hui, naturellement, ma base, voilà comment elle se comporte. Est-ce que l'an prochain, je vais faire plus de chiffre d'affaires ou moins de chiffre d'affaires sur ma base client? Donc là, on va analyser finalement les différents actifs. Donc, si on regarde en haut à gauche, sur la période N-1, c'est-à-dire la saison précédente, j'avais 1,7 million d'actifs sur les 12 derniers mois. Eh bien, je me rends compte que 49% d'entre eux sont à nouveau actifs sur la saison actuelle, mais il y en a 51% d'entre eux qui sont désactivés. OK. Parallèlement, en bas à gauche, mes inactifs, j'en avais 700 000. Eh bien, il y en a 88% qui restent inactifs et voire qui vont être supprimés de la base parce qu'ils ont une ancienneté de plus de 3 ans sans activité. Et puis d'autres qui, au contraire, se sont réactivés. Ils se sont réengagés parce qu'ils ont trouvé une opportunité de reconsommer chez vous. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre de façon très simple, de se dire aujourd'hui, comment se comporte ma base? Est-ce qu'elle est équilibrée? C'est-à-dire, est-ce que le nombre de recrutés et de réengagés compense les gens qui se désactivent ou est-ce qu'au contraire, j'ai un déficit? Là, ce qu'on voit, c'est que structurellement, j'ai un déficit. Donc aujourd'hui, sur un an, on va être capable de perdre très simplement 3% des effectifs, 3% des clients. Donc il va falloir faire un effort. Si on veut que la base reste à l'équilibre ou grossisse, il va falloir faire un effort pour mieux recruter ou mieux réengager vos clients. Effectivement, si on projette le chiffre d'affaires, on va très vite se rendre compte que si on ne fait rien de différent de ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien en 6 ans, on aura perdu 7% du chiffre d'affaires et certainement un petit peu plus de la marge. Donc il y a une urgence à agir. Alors pour agir, il faut rentrer un peu plus dans la finesse. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les matrices de passage. Ce que nous disent les matrices de passage, c'est nous disent voilà, des clients qui sont rentrés, donc des nouveaux par exemple au 31 juillet 2018. Donc les nouveaux, c'est la deuxième ligne en haut à gauche. Mes nouveaux qui sont rentrés au 31 juillet 2018, il y en a 1,3% qui passent VIP, il y en a 4,6% qui passent bon client, il y en a 3,2% qui passent gros panier. Donc globalement, j'ai 9% des gens qui vont être actifs. Il y en a ensuite quelques-uns qui sont vraiment des occasionnels. Et puis, il y en a surtout 73% qui se passivent. Donc, ça veut dire qu'ils ne reconsomment plus. Donc, il y a quand même un vrai enjeu ici, par exemple, si on prend l'exemple de cette base, d'aller et retenir mes VIP, parce que c'est eux qui font 40% de la valeur, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi potentiellement d'aller en réveiller d'autres. Donc, on va analyser comme ça ces matrices de passage et on va projeter un certain nombre de priorités. On va se dire, sur les années à venir, si on doit optimiser ces matrices de passage, eh bien, quelle est notre capacité à générer du chiffre d'affaires incrémental et quelles sont les stratégies les plus prioritaires. Et donc, à travers de la prédiction, on va être capable de dire, aujourd'hui, vous avez, si vous voulez tirer parti au mieux de votre base client, l'enjeu numéro 1, ça va être de maintenir les meilleurs. Ça, c'est le premier sujet. C'est la courbe tout en haut à gauche. Le deuxième sujet, il faut acquérir des nouveaux parce que vous avez un déficit de nouveaux assez structurel et donc si on veut maintenir la base et la faire évoluer, il faudra s'appuyer sur ces nouveaux. Et puis on a vu, on a quand même beaucoup de passifs et de petits clients. Et donc là, il va falloir aller chercher des stratégies de réactivation et de rétention de ces petits clients. Voilà ce que serait une restitution qu'on fait à nos clients une fois qu'on a, analysé la base pour comprendre qui sont les consommateurs. 2, on a analysé les priorités d'activation qui vont permettre de tirer le plus de valeur. Là, c'est le maintien des meilleurs. Et 3, comme on sait que les meilleurs, mes VIP, on sait qui ils sont, on sait ce qui fait qu'on va développer leur valeur, la contactabilité, la diversité produit et l'omnicanalité, eh bien, on va être capable d'avoir un vrai plan d'action qui soit construit et qui soit extrêmement bien abouti. Donc, notre premier objectif, c'est vraiment de vous permettre de vous dire, sur 2020, voilà mes priorités et voilà les leviers d'action qui vont me permettre de tirer parti de ces potentiels. Ça, c'est extrêmement important pour vous au niveau marketing, mais c'est aussi extrêmement important pour vous au niveau direction financière, au niveau direction générale, parce qu'une direction générale, si elle veut pouvoir anticiper, il faut qu'elle puisse se dire, je peux compter sur ma base client pour générer tant de marge ou tant de chiffre d'affaires, mais derrière, je dois aller chercher des leviers d'activation supplémentaires si je veux continuer avec le même nombre de magasins ou au contraire potentiellement grossir mon nombre de magasins. Donc voilà pour cette première partie, une première partie d'analyse, une première partie de compréhension de la base qui vise effectivement à prioriser mes stratégies.
leur donner un poids financier, donc être capable de dire voilà ce que je peux aller chercher comme potentiel, donc voilà les investissements que je vais mettre en face. Et puis derrière, qui va permettre de préparer un plan d'action. Et on va venir tout de suite sur cette deuxième étape qui est la préparation du plan d'action. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser sur la droite de l'écran et j'y répondrai au fur et à mesure de la présentation. Voilà, on a nos priorités. Maintenant, le sujet, c'est d'aller effectivement en tirer parti. Et pour aller en tirer parti, il y a finalement deux sujets. Il y a un, est-ce que je suis capable de contacter mes clients? On en a parlé tout à l'heure. La contactabilité, c'est un vrai sujet. Et c'est ce qui fait qu'on aura une capacité à aller augmenter la dépense de chacun des consommateurs. Alors, première étape, c'est de faire un peu un bilan avec vous. Le premier bilan, c'est d'être capable de se dire, aujourd'hui, sur votre propre base client, quels sont les clients qui sont véritablement contactables et contactés. Premier sujet, si on prend un cas typique d'un retailer, je vais vous présenter ici, on se rend compte qu'un retailer qui demande à tous ses clients, qui a formé ses équipes et qui demande à tous ses clients une coordonnée lorsque le client passe en caisse, il va identifier, allez, si on est sympa, qui fait bien son boulot, il va identifier 80% de ses clients qui passent en caisse vont laisser une identité, un nom, un prénom et potentiellement autre chose. Sur ces 80% de clients identifiés, il y a 80% des clients qui ont fait un email, qui nous laissent un email. Ça, c'est plutôt un bon taux globalement. Donc, ça veut dire que si tout s'est bien passé, ça veut dire qu'il reste 64% des gens qui m'ont laissé un email. Sur ces emails, on l'a vu, les retailers ont tendance malheureusement aujourd'hui à mettre beaucoup de pression. Donc, il y a beaucoup d'emails qui passent en boîte de spam ou de gens qui se désabonnent, qui s'opt-out. Et donc, assez rapidement, sur les 64% des individus qu'on a, on va en garder que 50% qui sont opt-in. Donc, 50% de mes 64%, ça me donne 32% des clients qui sont opt-in. Et puis, derrière, pour avoir ces clients opt-in, on va regarder les clients qui sont véritablement ouvreurs. Et quand on regarde le taux d'ouvreurs, on se rend compte qu'il est globalement de 20%. Et donc, on aura 6,4% de clients qui ouvrent mes emails. Donc, c'est assez parlant en général des directions CRM parce qu'elles se disent, oui, moi, je fais de la CRM pour tous mes clients. Mais finalement, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que malgré tout le travail qui a été fait en magasin, malgré tout le travail de l'équipe marketing et de l'équipe CRM, il n'y a plus que 6 à 10% des clients qui sont véritablement ouvreurs des emails et donc qui sont véritablement stimulés par vos communications email. Donc c'est important parce qu'on le sait, la CRM et l'emailing génèrent vraiment de l'efficacité et de stimulation, mais c'est plus suffisant parce qu'aujourd'hui, si on n'en anime que 6% par email, ça veut dire qu'il y a 94% qu'on n'anime pas. Et donc l'enjeu, ça va être de voir effectivement comment les animer. Alors, je vais reprendre une question que j'ai sur ma droite qui me demande effectivement quel est le taux avec les numéros de téléphone. On va y revenir là-dessus. Les taux, ils sont en général pas meilleurs avec le numéro de téléphone. Ils sont soit équivalents, soit plutôt moins bons. Par contre, on va voir que le numéro de téléphone comme email peuvent nous servir à faire autre chose. Donc effectivement, la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, on anime 6%, que faire de mes 94%? Alors ces 94%, je vais aller les chercher. Je vais finalement dire, de la même façon, j'ai 100% sur 100% de mes clients qui passent en caisse, il y en a 80 qui me laissent une coordonnée. Une coordonnée, ça peut être un email, un numéro de mobile, une adresse postale, un nom, un prénom, une date de naissance. Et donc, à travers la plateforme Advalo, nous, on va être connecté à des écosystèmes médias comme Facebook, comme Google, comme Criteo. Et donc, sur les 80% qui étaient identifiés, on va être capable d'en retrouver 50% d'entre eux. Donc, à peu près 40% in fine qui seront contactables sur ces réseaux médias. Et lorsqu'on fait une campagne média, on sait qu'on ne touche pas 100% de la cible qu'on a souhaité cibler, on sait qu'on en touche à peu près 60%, c'est ce qu'on appelle le taux de portée, le taux de reach. Et donc là, finalement, 60% de ces 40%, ça veut dire qu'on va animer 24% de la base. D'accord? Donc finalement, ce dont on se rend compte, c'est que par email, on est capable d'animer 6%. Mais si, pour tous ceux qu'on ne sait pas animer, on les confronte, on se connecte aux réseaux sociaux pour aller essayer de les retrouver et de les animer à travers ces réseaux en leur envoyant, on verra tout à l'heure une campagne Facebook par exemple, eh bien on va être capable d'en retrouver 24% d'entre eux. Donc 24% plus 6%, ça fait 30%, soit 5 fois plus que si on ne faisait que de l'email. Quand on fait que de l'email, on est à 6, là on tombe en globalité à 30% des clients qui sont animés. Donc le premier sujet, c'est d'arriver à avoir une capacité de
prise de parole, une capacité de contact avec un maximum de mes clients. Et là, à travers ces stratégies-là, on sera capable d'en toucher 30%. Alors, petit exemple, si on prend le cas d'un exemple que Eram a mis en place, eh bien, Eram, il s'est rendu compte effectivement qu'il avait une contactabilité email qui était très similaire à ce qu'on a montré ici. Et donc, ce qu'il souhaitait, c'est de se dire, je vais utiliser Facebook et Instagram comme un canal CRM. Et donc, je vais aller souhaiter à mes clientes que je peux contacter sur Facebook un bon anniversaire. Tous mes nouveaux clients qui m'ont laissé un email, mais qui est un email opt-out ou qui ne m'ont laissé qu'un numéro de téléphone, eh bien, je vais aller les accueillir, leur faire un programme de welcome sur Facebook. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va se positionner, en substitution d'email, potentiellement. Donc, lorsque je ne sais pas les contacter par email, je les contacte par Facebook, ou en surpression. Si je me rends compte que ma campagne anniversaire, finalement, elle a du mal à marcher parce que les gens ne la regardent pas beaucoup, eh bien, je vais à la fois la souhaiter par email, mais potentiellement aussi dans Facebook, parce que finalement, c'est une journée un peu spéciale sur Facebook. Tous vos clients, tous vos amis vous souhaitent un bon anniversaire. Et bien, RAM aussi va vous souhaiter bon anniversaire à ce moment-là. On se rend compte que sur des moments comme l'anniversaire, par exemple, eh bien, on est capable de développer la conversion incrémentale de ces stratégies de plus de 24%. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à un 5e, 6e, 10e email qu'on vous envoie, eh bien là, on vous fait une pub sur Facebook, c'est beaucoup moins intrusif que ne peut l'être un email. Et en général, ça se passe, comme on l'a dit, très bien, puisque vous avez aussi le bon anniversaire de vos copains. Donc, c'est le bon moment pour le faire. Donc, le premier sujet, on l'a vu, c'est de se dire, il faut avoir plus de clients contactables. Pour avoir plus de clients contactables, on va ajouter au point de contact email des nouveaux points de contact que vont être Facebook ou Google, par exemple. Et ça va nous permettre d'animer 5 fois plus de clients que ce qu'on ne faisait que en email. Et on le voit ici sur le cas du groupe Eram, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Le deuxième sujet, c'est de se dire, il faut que j'identifie les bons prétextes, les bons moments pour aller parler à mes clients. Et là, on a défini 3 grands prétextes, 3 grandes typologies de prétextes. Alors, lorsque je suis en CRM pur, en animation de ma base client, il y a des prétextes froids qui vont tirer parti de mon profil. Je sais par exemple que vous êtes plutôt un foyer avec 3 enfants, j'ai une offre rentrée par exemple, eh bien je vais vous le solliciter à ce moment-là en particulier. Il y a aussi tout ce qui tire parti de votre historique. Je sais que vous achetez chez moi des jeans basiques, systématiquement, dès que j'ai une OP sur les jeans basiques, vous allez être sollicité parce que je sais que c'est là-dessus que vous allez réagir le plus. Ça sont les prétextes froids, on verra pas mal d'exemples juste après. Il y a les prétextes contextuels. Alors, le contexte, c'est quoi? Ça va être potentiellement la météo. On se rend compte que entre la météo de Nice et la météo de Lille, il fait rarement le même temps au même moment. Et donc, l'objectif, c'est de se dire, tiens, il va faire froid cette semaine à Strasbourg. Et donc, tous les clients de Strasbourg vont recevoir ma newsletter manteau. Alors que s'il fait encore à peu près beau à Nice, je vais être plutôt sur de la doudoune légère, mais pas forcément encore sur du manteau. Donc l'objectif, c'est que pour chaque consommateur, on va calculer la météo pour lui dans 3 jours et on va déclencher des campagnes qui seront pertinentes par rapport à son contexte météorologique. Et puis on reviendra juste après sur les prétextes chauds. Un prétexte chaud, c'est le consommateur qui navigue sur le site. Et donc effectivement, au moment où il navigue, il a une intention d'achat et il faut être capable de tirer parti de cette intention d'achat. Donc, je vais vous donner des exemples très concrets d'usage de ces prétextes. Alors, premier exemple, c'est un exemple qu'a mis en place la marque Morgan. Morgan appartient au groupe Beaumanoir. Et l'objectif, c'est de se dire, à J et à J20 de leur date anniversaire, on va leur proposer une offre. Et cette offre, si ce sont des clientes qui n'ont pas navigué depuis longtemps sur le site, on va être capable d'aller recommander des produits qui sont pertinentes par rapport soit à ce qu'elles ont acheté dans le passé, soit par rapport effectivement à ce qu'elles ont pu mettre au panier, par exemple. Okay. Là, on voit bien que lorsqu'on a de la pertinence dans l'offre, on a des taux d'ouverture qui sont extrêmement importants, qui sont de 30%, des taux de clics qui sont de 5%, et on est capable globalement d'augmenter de 3 à 4% la transformation de ce type de campagne. Donc là, le prétexte froid, c'était J et J plus 20 de leur date anniversaire, et la personnalisation, c'est effectivement d'aller trouver des produits à laquelle cette personne est la plus susceptible de s'intéresser. De la même façon, là, on prend le cas de Bonobo. Bonobo, on va mettre un score, on a mis en place ce qu'on appelle un score de churn, c'est-à-dire qu'on va détecter le moment auquel le client est le plus à risque de nous quitter.
Et donc, dès qu'on pense qu'un client est à risque, on va déclencher ce trigger pour pouvoir se dire, il faut aller lui proposer des produits qui sont similaires aux produits qu'il a déjà achetés et qui sont au moment où on pense que lui, effectivement, il est en train de quitter l'enseigne. Et donc, on voit bien aujourd'hui que dès qu'on sait toucher ces clients-là à ces moments prédits et ces moments pertinents, on va développer à peu près de 9% de chiffre d'affaires par client. Troisième exemple, un exemple d'une newsletter. Souvent, on se rend compte que les enseignes, elles ont envie de pousser beaucoup de pression à tout le monde. Et donc, là, on a le cas d'une enseigne un jour ailleurs, et on leur a dit, écoutez, OK, vous voulez pousser à tout le monde, mais nous, on pense qu'il y a un petit peu mieux à faire que ça. Parce qu'on a quand même une partie de votre base qui a fait une navigation sur le site Internet dans les 90 derniers jours, et ce sont des clients qui ont regardé des typologies de produits bien particulières. Donc là, on a dit, on a pris les clients qui ont consulté des pages, des catégories mailles, des pulls, globalement, dans les 90 jours, et qui ne les ont pas achetés ni en e-commerce ni en magasin. Et puis, des clients qui ont consulté des catégories manteaux, sans l'acheter dans les 80 derniers jours. Et là, on s'est dit, tiens, ça c'est pareil, c'est un cluster de gens qui sont très intéressants. Et puis, on avait aussi troisième partie, c'est des clients dans la base, mais qui n'ont pas, qui n'ont pas fait de navigation, donc pour lesquels on n'a pas de données particulières. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé 3 newsletters différentes. Celles qui avaient regardé des manteaux, on leur a dit c'est le moment de revenir voir des manteaux. Donc globalement, on se rend compte que les taux d'ouverture étaient de 47% et les taux de réactivité de 46%. Donc c'est extrêmement important pour une newsletter. Ceux qui avaient regardé des pulls, on les a adressés d'une façon bien spécifique. On voit qu'ils sont entre 40 et 35% en réactivité. Et puis il y avait tout le reste de la base de données. Et donc le reste de la base de données, globalement, leur taux d'ouverture traditionnel, c'est 13%. Et leur taux de réactivité, ça a été 17%. Donc on voit bien que lorsqu'on sait tirer parti de la donnée chaude, de la donnée de navigation de l'individu, on va savoir multiplier quasiment par 3 le taux d'ouverture et de la même façon par 3 le taux de réactivité. Ce qui est important à constater, c'est que 14%, les gens qui étaient dans l'audience manteau et l'audience maille ne pesaient que 14% de la cible. Mais pourtant, ils ont pesé 47% des ouvreurs, plus de 90% des cliqueurs et 80% du CA généré par la campagne. Donc ça, c'est un enseignement qui est clé pour l'enseigne parce que ça lui permet de se dire, finalement, demain, au lieu de pousser tout à tout le monde, si je sais identifier des appétences par individu, je vais décider d'avoir une vraie personnalisation et un vrai ciblage qui sera différencié. Et j'aurai, en poussant beaucoup moins d'emails, en poussant que sur 14% de la cible, j'aurai finalement 80% de l'efficacité de ma campagne. Donc ça, c'est extrêmement important. Comme on le disait, pour sortir de ce marketing de masse et repasser sur un marketing individualisé, l'objectif, ça va être d'envoyer moins, mais d'envoyer mieux, et donc d'envoyer aux personnes qui feront 80-90% du chiffre d'affaires de ma campagne. Dernier prétexte froid, on va dire, là, pour le coup, on est sur des clients qu'on a, nous, qualifiés comme étant, en tout cas, on distingue les clients promo addicts, ceux qui aiment vraiment la promo, versus les clients early adopters, qui sont prêts à acheter la nouvelle collection et les prêts à l'acheter à plein pot. Et on va adapter le ciblage en fonction de la cible. Donc, on va proposer plutôt des petits prix pour les promo addicts, et puis on va leur raconter la nouvelle collection pour mes early adopters. Et on se rend compte que sur ces promos addicts, en allant les chercher finalement sur des petits prix, on va être capable de réduire de 40% le CPA, le coût d'acquisition, sur ce type de segment. Donc encore une fois, l'objectif, c'est ça, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des clusters d'individus qui ont des comportements différents? Est-ce que si je sais les adresser de façon différente, je générerai un impact différent? Donc tout ce qu'on a vu là dans ces prétextes froids et contextuels, finalement, ce sont des opportunités de stimuler le consommateur. Ce sont vraiment des stratégies CRM qui visent à les réveiller, qui visent à les stimuler. Maintenant, une fois qu'ils sont stimulés, ils vont passer sur le site. Et donc, c'est là où on va avoir des prétextes chauds. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont sur le site, qu'est-ce que j'en fais? Là, ce qu'on va analyser, on analyse en temps réel la navigation sur le site de l'enseigne et on va être capable finalement d'identifier l'ensemble de mes visiteurs web. Donc là, j'ai 7,3 millions. Sur ces 7,3 millions, j'ai 2,1 millions qui ont de l'intention d'achat. Et sur 2,1 millions, j'ai à peu près 200 000 achats qui ont été effectivement convertis en e-commerce ou en magasin. Maintenant, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, il y a 11% de conversion de mes intentions. Et ça veut dire qu'encore une fois, il y a 89% qui n'ont pas été convertis. Et donc, ces gens-là, si on prend le panier moyen traditionnel de 135 €, ils pèsent 252 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Donc, c'est effectivement sur ces individus qui avaient l'intention, mais qui ne sont pas venus jusqu'en magasin, qu'il va falloir que je concentre mon effort marketing pour arriver à développer mon chiffre d'affaires. Et pour faire ça, il y a plusieurs stratégies qu'ont mis en place nos clients. Alors, si on prend le cas de Bonobo, on se rend compte que lorsqu'ils détectent des clients intentionnistes hommes qui n'ont pas acheté dans les 7 derniers jours, eh bien, on va les solliciter par email et on va leur envoyer les derniers produits qu'ils ont regardés sur le site et puis des produits, une recommandation qui s'appelle Criteria Similarité, c'est-à-dire des produits qui vont être très similaires en termes de catégorie de produits à ceux qui ont regardé. Donc là, on identifie une intention sur, mettons, un jean. Eh bien, on va chercher à travailler sur cette catégorie de jeans, à leur montrer la variété de ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils aient envie de venir en magasin. En faisant ce type de stratégie, Baumanor a mesuré qu'ils avaient à peu près augmenté 3,1% le taux de conversion de ce type de campagne versus des campagnes qui étaient les mêmes mais qui étaient non personnalisées. Si on prend l'autre cas de cache-cache, de la même façon, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se disent il y a le moment chaud qui est le moment du passage sur site en préparation de l'achat pour aller en magasin. Mais il y a aussi un autre moment qui est extrêmement chaud, c'est quand j'ai acheté en magasin, je suis souvent extrêmement prêt, extrêmement ouvert à ce qu'on me propose des produits complémentaires que je puisse aller réacheter à nouveau sur l'e-commerce. Donc là, ce qu'ils ont mis en place, c'est un trigger post-achat, 10 jours après l'achat magasin, avec des recommandations, ce qu'on appelle cross-interest. Donc là, le moteur de recommandation va associer les produits qui ont été soit achetés ensemble, soit mis au panier ensemble, et vont se dire, tiens, par rapport aux produits que toi tu as achetés la dernière fois, voilà les produits qui seraient effectivement les plus pertinents. Et là, on voit qu'il y a un très très fort effet de CA, puisqu'il y a un effet de CA de 7,5% versus des campagnes qui n'auraient pas été personnalisées. Voilà, tout ça, ce sont effectivement des exemples qui vont nous permettre de dire, je comprends ma base, 2, j'identifie les leviers, 3, je développe le volume de clients sur lequel je peux activer ces leviers, 4, je personnalise toutes mes communications. Alors, pour faire ça, il faut quand même avoir une plateforme, puisqu'il y a beaucoup de simplicité quand je vous le montre, mais potentiellement beaucoup de complexité dans la data. Et nous, notre métier, ça a été vraiment de faire une plateforme qui est au service du marketeur pour simplifier son quotidien et donc lui permettre de déclencher ce type de stratégie, mais sans passer plus de temps à faire le travail qu'il fait aujourd'hui. Et donc cette plateforme, elle permet effectivement, on l'a dit, d'exploiter toute la data et l'IA de façon extrêmement simple et intuitive. Elle permet en quelques clics d'aller identifier les bonnes audiences et d'activer une stratégie sur ces audiences. Et elle va permettre de cette façon-là d'avoir des équipes marketing qui travaillent moins, mais vraiment sont concentrées sur les stratégies qui auront le plus de valeur. Et puis derrière, tout ce que l'on fait va être mesuré. On vous propose, nous, une stratégie de mesure qui est scientifiquement démontrée, qui est une stratégie de mesure basée sur des groupes de contrôle, sur les populations témoins. Et donc, chaque campagne qui partira inclura un groupe de contrôle et nous permettra de nous dire est-ce que cette campagne, elle a ou pas généré de l'incrément de chiffre d'affaires. Si elle a généré un incrément de chiffre d'affaires, eh bien, on va l'automatiser, on va la mettre de façon entièrement automatique dans la plateforme et elle va tourner en tâche de fond. Si elle n'a pas généré de chiffre d'affaires, on va l'analyser, on va regarder potentiellement si la cible était trop large et quelles seraient les sous-cibles qui potentiellement sont les cibles qui ont le mieux réagi. Voilà, donc toute l'intelligence, elle va être construite dans la plateforme. Toute la complexité, elle va être simplifiée à travers la plateforme. Et c'est vraiment l'objectif d'Advalo, c'est de vous amener une plateforme qui vous donne de la simplicité, de la productivité et de la performance. Dans le mode d'accompagnement de nos clients, la première étape, c'est vraiment une étape de définition de votre besoin. Et donc, c'est vraiment une étape avant même qu'on décide de travailler ensemble. On va faire 2-3 ateliers ensemble pour bien comprendre vos problématiques et bien comprendre votre besoin. Si vous décidez qu'on travaille ensemble, on va effectivement avoir une phase de mise en œuvre de la solution. Pour répondre à l'une des questions qui m'a été posée, la phase de mise en œuvre de la solution, elle met à peu près 1 mois et demi à partir du moment où vous êtes en mesure de nous donner les données. D'accord ? Donc, dès qu'on a les données de façon correcte, en 1 mois et demi, on met en place la plateforme, on fait tourner l'ensemble des analyses que l'on a évoquées au début et on est capable de vous aider à construire un plan d'action marketing extrêmement construit et extrêmement factualisé. Quand ce plan d'action est construit, on passe en phase on-board, c'est-à-dire que là, effectivement, on va être à vos côtés pour mettre en place le plan d'action. Et là, on va être vraiment à 4 mains. On a, nous, une équipe de Customer Success Manager qui, chaque semaine, va travailler avec vous pour pouvoir vous aider pendant 4 mois à mettre en place toutes les stratégies prioritaires.
Une fois que ces stratégies prioritaires ont été mises en place, vous avez votre propre connaissance de la base client, vous connaissez mieux que nous votre actualité, et là vous êtes en phase run, vous êtes entièrement autonome pour pouvoir utiliser notre plateforme sans aucune difficulté. Voilà un petit peu comment se passe cette montée en compétences. Notre objectif, c'est de vous amener sur les bonnes stratégies, de vous aider à bien lire vos données et à mettre en place et à tester les stratégies qui vont être les plus impactantes dès le début, avant de vous rendre entièrement autonome dans l'usage de la data et dans l'usage de la plateforme. Et ça, c'est corroboré par le fait que aujourd'hui, on accompagne des clients de toute taille. Aussi bien, il y a des groupes relativement gros, des groupes comme les groupes comme But, comme les groupes Beaumanoir, comme des enseignes comme Skoda, Seat du groupe Volkswagen. Aussi bien, on peut être dans des plus petites enseignes qui ont des équipes assez courtes, qui ont des équipes avec une personne en CRM, une personne au trafic, une personne à l'e-commerce, qui vont être capables, grâce à la simplicité de la plateforme, d'en tirer parti immédiatement. Voilà un petit peu pour des exemples. Je vous laisse peut-être, si vous le souhaitez, poser des questions dans la fenêtre de chat. Et puis, on terminera ce webinaire d'ici quelques minutes, si vous avez des questions. Donc là, j'ai une question sur le coût de la solution. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, la façon dont on a structuré notre modèle économique, il est double. Il y a une phase effectivement de mise en place de la plateforme qui permet d'aller se connecter à vos systèmes de caisse, se connecter à votre site e-commerce. Donc ça, c'est vraiment la phase de setup. Et puis derrière, on a une phase d'abonnement. Cet abonnement, il va dépendre du volume de profil que vous avez dans votre base. Plus la base CRM et plus le trafic e-commerce va être important, plus l'abonnement sera effectivement important. Donc là, le coût, il est assez large. Il va être de 3 000 € par mois à 30 000 € par mois en fonction de la taille de votre enseigne et des options que vous allez choisir au sein de la plateforme. Alors, une question qu'on a évoquée peut-être en filigrane, mais qu'on peut peut-être reprendre tout à l'heure. Il y a une question qui nous est posée qui est quel est le temps pour mettre en place la solution et mettre en place les stratégies. Pour mettre en place la solution, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il faut globalement 1 mois et demi à partir du moment où vous mettez à disposition les données. Et puis après, derrière, on a 4 mois d'accompagnement de façon très, très présente, très, très précise pour justement vous y accompagner. Ensuite, ce qui est important pour mettre autour de la table les différentes personnes, pour obtenir une décision rapide, soit effectivement l'équipe marketing a, elle, sa propre vision et donc on va discuter avec l'équipe CRM ou l'équipe digitale, soit effectivement la bonne porte d'entrée en général, c'est effectivement le directeur financier ou le directeur général qui se pose des questions assez simples, mais pas si simples en termes de réponse. On l'a vu tout à l'heure, les questions, c'est aujourd'hui ma base client, combien elle va générer l'an prochain et combien de clients je dois acquérir, donc quel doit être mon budget marketing si je veux que ma base elle fasse de la croissance. Quels sont les clients qui sont des gens sur lesquels on peut optimiser la marge en étant moins promophile. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont des sujets vraiment de direction financière et qui sont extrêmement importants extrêmement importants pour eux. Et donc si vous impliquez, au-delà du marketing, si vous impliquez vos directions financières et vos directions générales, elles vont être extrêmement appétentes à la solution. Pour le retour sur investissement, donc là, il y a des questions qui tombent à droite. Sur le retour sur investissement, on l'a évoqué au début, c'est de 2 à 4% du chiffre d'affaires de l'enseigne. Si on prend l'exemple d'une enseigne qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est une enseigne comme Grain de Malice, elle a à peu près une centaine de magasins, elle en ouvre encore 20 cette année. Et aujourd'hui, Grain de Malice, ils font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et ils génèrent 3,5%, donc 3,5 millions d'incrémental de chiffre d'affaires grâce à la solution. Autre question, est-ce qu'on a des références clients côté service B2C? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez du service B2C. Alors, oui, je vois que vous venez peut-être d'O2, pardon. Donc, sur le service, effectivement, soit on est plutôt effectivement dans la restauration, on peut être dans le service automobile aussi, et puis dans le service hôtelier, qui vont être, on va dire, les 3 grandes typologies de services que l'on couvre aujourd'hui.
vous propose de prendre une dernière question et puis après, on va arrêter. En haut, vous verrez en haut du chat, vous avez mon email. Donc, s'il y a des questions complémentaires, on pourra effectivement aussi les traiter a posteriori. Alors, dernière question, c'est quelle solution vous nous donnez pour fidéliser les clients? Eh bien, effectivement, aujourd'hui, comme on l'a vu en début, aujourd'hui, notre plateforme elle va détecter les bons clients à fidéliser, elle va détecter les bons prétextes pour leur parler, quels sont les produits, quels sont les services qui vont les fidéliser. Maintenant, derrière, si on doit leur envoyer des newsletters, on va par exemple s'appuyer sur un outil d'envoi d'email que vous avez en général déjà avec vous, qui est un outil comme Splio, Adobe, Selligent, Mille merci, etc., etc. Il y a beaucoup d'outils d'envoi d'email qui existent sur le marché. Et notre solution va être connectée très, très simplement à l'ensemble de ces outils marché. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce séminaire a été parlant pour vous. N'hésitez pas à me renvoyer vos commentaires et puis éventuellement vos questions par email. Je serai ravi d'y répondre a posteriori. Je vous souhaite une bonne journée et puis voilà, à très bientôt. Au revoir.